Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 8, des implants cérébraux, de la chimie, du quantique et des drones agricoles. Aujourd'hui, nous allons explorer des innovations qui changent des vies, qui réinventent des industries et qui nous rapprochent d'un futur qu'on croyait réservé à la science-fiction. Et on commence fort, Max, avec un sujet qui fascine autant qu'il interroge, les interfaces homme-machine. On parle beaucoup de Neuralink et il semble qu'on soit en train de passer un cap majeur. Absolument, Céleste. On quitte le stade de l'expérimentation pour entrer dans une phase quasi industrielle. L'objectif de Neuralink est clair, déployer ces implants cérébraux à grande échelle auprès de milliers de patients, et ce, dès 2026. Ce qui rend ça possible, c'est l'automatisation de la chirurgie. Ils ont développé un robot, le R1, qui est capable d'une précision chirurgicale incroyable à l'échelle du micron. C'est bien au-delà de ce que la main humaine peut faire. Exactement. Le robot utilise une imagerie en temps réel pour cartographier les vaisseaux sanguins à la surface du cerveau et les éviter. Ensuite, il insère des électrodes plus fines qu'un cheveu, une par une. C'est une procédure beaucoup moins invasive et qui réduit considérablement les risques. Et les résultats sur les premiers patients sont tout simplement bouleversants. On a des témoignages de personnes qui ont retrouvé une autonomie qu'elles pensaient perdue à jamais. Ouais, comme Nolan, paralysé, qui peut maintenant naviguer sur Internet, jouer à des jeux vidéo et même d'envisager de reprendre ses études. Ou encore Alex, qui a pu se remettre à la modélisation 3D, sa passion, après un accident qui l'avait rendu tétraplégique. C'est une liberté retrouvée. Et ça ne s'arrête pas à la motricité. Neuralink travaille aussi sur un programme qu'ils appellent Blind Sight, qui vise à restaurer une forme de vision chez les personnes aveugles. C'est ça, l'idée est de stimuler directement le cortex visuel pour générer des perceptions de lumière et de forme. La FDA, l'agence américaine du médicament, a d'ailleurs accordé un statut de dispositif innovant à ce projet, ce qui va accélérer son développement. Les premiers essais sur l'humain sont prévus pour 2026. C'est une perspective vertigineuse. On voit concrètement comment la technologie peut réparer le corps et l'esprit. Et en parlant de réparation et de réinvention, changeons complètement de domaine pour nous intéresser à nos pneus de voiture, un défi écologique majeur. Ah oui, le caoutchouc, un matériau incroyablement performant, mais un vrai casse-tête à récupérer une fois qu'il est vulcanisé, c'est-à-dire durci. C'est le dilemme classique. Soit on a un caoutchouc très résistant mais non recyclable, soit on a un matériau recyclable, un élastomère thermoplastique, mais qui est moins performant. Les deux chimies semblaient totalement incompatibles. Semblait, car des chercheurs du CNRS, en collaboration avec Michelin, ont réussi l'impossible, ils ont fait cohabiter ces deux mondes. Grâce à un procédé de catalyse qu'ils appellent commutable. Pour faire simple, ils ont trouvé le moyen de passer d'une chimie à l'autre au sein de la même réaction. Ils créent ainsi un matériau hybride. Et ce matériau a le meilleur des deux mondes, il est aussi résistant et élastique qu'un caoutchouc classique, mais il peut être fondu et remodelé en fin de vie comme en thermoplastique. C'est une avancée énorme vers une économie circulaire pour les pneus. On pourrait enfin les recycler sans perdre en performance. C'est une première pierre très concrète pour une industrie qui cherche cette solution depuis des décennies. D'une innovation qui touche l'industrie, passons à une autre qui va changer le quotidien de millions de personnes. Je veux parler des patients qui souffrent d'asthme sévère. Oui, une nouvelle biothérapie a été approuvée par la FDA. Elle s'appelle le Depemokimab et sa grande force, c'est sa durée d'action. C'est ça la vraie révolution. Jusqu'à présent, les traitements biologiques pour l'asthme sévère éosinophilique, une forme d'inflammation chronique des voies respiratoires, demandaient des injections tous les mois, voire toutes les 2 semaines. Une contrainte énorme pour les patients. Avec ce nouveau médicament, on passe à seulement 2 injections par an. 2 par an ? C'est un changement de vie. Le traitement reste tout aussi efficace, il réduit de plus de 70% les crises sévères, mais il allège incroyablement le fardeau de la maladie au quotidien. Moins de rendez-vous médicaux, moins de stress lié au suivi du traitement, la maladie prend beaucoup moins de place. C'est une avancée qui redonne de l'air, au sens propre comme au figuré. Absolument. Et pour finir, projetons-nous encore plus loin dans le futur avec l'informatique quantique. Un domaine où chaque micro avancé est un pas de géant. Le grand défi du quantique, ce n'est pas tant la puissance de calcul que la stabilité. Les qubits, ces bits quantiques qui peuvent être à la fois 0 et 1, sont extrêmement fragiles. Ils perdent leur état quantique, leur cohérence, presque instantanément.
Et quand un qubit perd sa cohérence, le calcul s'arrête. C'est pour ça que l'annonce de l'université de Princeton est si importante. Ils ont mis au point un qubit qui reste stable pendant plus d'1 milliseconde. Une milliseconde, ça peut paraître dérisoire, mais dans le monde quantique, c'est une éternité. C'est 3 fois plus long que les meilleurs résultats obtenus jusqu'ici en laboratoire. Et comment ont-ils réussi cet exploit? Pas avec une nouvelle théorie complexe, mais en changeant de matériaux. Ils ont remplacé le niobium, habituellement utilisé, par du tantale. Un choix simple en apparence, mais qui, combiné à des procédés de fabrication ultra précis, limite les perturbations qui font décrocher les qubits. Et le plus beau, c'est que cette innovation est compatible avec les architectures d'ordinateurs quantiques qui existent déjà. On n'a pas besoin de tout réinventer, on peut simplement intégrer ces nouveaux qubits plus réables. Selon les chercheurs, cela pourrait améliorer les performances des machines actuelles d'un facteur allant jusqu'à 1000. On se rapproche petit à petit du moment où l'ordinateur quantique pourra résoudre des problèmes concrets. Et pour notre dernière actualité, on va prendre un peu de hauteur, mais en intérieur. Direction les fermes verticales. Oui, l'agriculture du futur se fait aussi en intérieur, dans des environnements entièrement contrôlés. Et pour gérer ces cultures, on fait appel à des drones autonomes. Une entreprise américaine, 4D BioS, a fait une démonstration impressionnante avec des cultures de fraises. On voit un petit drone sphérique qui se déplace avec une agilité folle entre les rangées de plants. Et comme il n'y a pas de signal GPS à l'intérieur, il se repère uniquement grâce à la vision par ordinateur. Il analyse chaque plante, vérifie son état de santé, son niveau d'hydratation, son stade de croissance. L'objectif est de passer d'une gestion globale à une gestion plante par plante, mais à une échelle industrielle. C'est impossible à faire manuellement dans ces fermes où des milliers de plants sont empilés. Le drone automatise la surveillance et permet aux agronomes d'agir avec une précision chirurgicale. C'est la promesse d'une agriculture plus locale, plus prévisible, qui utilise moins d'eau et d'intrants pour des fruits et légumes de qualité disponibles toute l'année. De la santé humaine à l'environnement, en passant par l'informatique du futur et l'agriculture, on voit que l'innovation est partout et qu'elle ouvre des perspectives vraiment enthousiasmantes. Un futur résolument techno-optimiste. Et c'est ce qu'on aime explorer avec vous dans Électroscope. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.